Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vais vous entraîner dans un dossier particulièrement bouleversant qui s'est déroulé à Asheville, en Caroline du Nord, durant l'été 2022. Cette affaire met en scène une série de décès que beaucoup prenaient d'abord pour des fins naturelles, alors qu'en réalité, un sinistre projet se tramait entre les murs d'un hôpital local. L'histoire prend un tournant tragique lorsqu'une famille ordinaire, en apparence soudée et sans problème notable, découvre que leur propre fille est la responsable de meurtres commis dans le plus grand secret. Avant de plonger dans les moindres détails de cette affaire, je vous encourage de tout mon cœur à me laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Dans cette histoire, il n'y a pas qu'une seule victime principale, car plusieurs personnes ont perdu la vie au cours de l'été 2022, toutes décédées d'une façon qui semblait, au premier abord, naturelle. Il convient toutefois de s'intéresser de près à l'une des victimes qui a attiré l'attention de la police locale. Un patient de l'hôpital d'Asheville, venu initialement pour une fracture mineure. Peu après son admission, son état s'est brusquement dégradé. Le personnel médical a parlé d'une étrange infection et le patient est mort quelques heures plus tard. Dans son entourage, personne ne comprenait comment un simple séjour pour soigner un bras cassé avait pu tourner au drame. Il menait une vie sans histoire, travaillait pour une entreprise de la région et entretenait des relations amicales avec la majorité de ses voisins. Il était, selon les témoignages, apprécié pour sa gentillesse et son altruisme, laissant derrière lui une famille dévastée et incrédule. Cette perte n'a pas été la seule, hélas. Au total, 7 personnes ont trouvé la mort de manière similaire, toutes ayant passé un bref séjour à l'hôpital d'Asheville. Certains étaient de simples retraités venus faire contrôler leur tension artérielle, d'autres de jeunes adultes hospitalisés pour un problème mineur. Les familles de ces victimes se souviennent encore de leur profonde stupéfaction. Il était inimaginable que ces individus, qui paraissaient en relativement bonne santé, meurent presque du jour au lendemain. Tous avaient une réputation de citoyens sans histoire, engagés dans la communauté d'Asheville, et aucune ombre majeure ne semblait planer sur leurs existences. Pourtant, cette succession de décès inquiétait peu à peu les proches des disparus, les voisins et un certain nombre de collègues. Cette consternation les a conduits à se réunir et à insister pour que la police locale mène une enquête plus approfondie. En examinant de près les victimes et leur cercle relationnel, les enquêteurs ont inévitablement rencontré la famille Carter, dont la fille, Emily Rose Carter, travaillait comme infirmière dans l'hôpital en question. Si les gens ne la connaissaient donc pas personnellement, ils l'avaient vue, souriante, sur les réseaux sociaux où elle partageait ses conseils pour mener, disait-elle, une vie saine et épanouie. Au premier regard, Emily renvoyait l'image d'une femme douce, presque frêle, de longs cheveux noirs, une silhouette menue, un visage aux traits délicats qui inspirait confiance à quiconque la rencontrait. À 24 ans, elle menait officiellement une vie irréprochable, consacrant ses journées à soigner et à aider les autres. Elle était également très suivie en ligne, prodiguant des recommandations sur la nutrition, l'auto-soin et la gestion du stress. Ses parents, Mark et Teresa Carter, étaient fiers de sa détermination et de sa réussite professionnelle. Eux-mêmes étaient très appréciés dans la communauté. Mark, la cinquantaine, ancien soldat reconverti en professeur de mathématiques, se distinguait par une tranquillité et une patience que ses élèves saluaient. Teresa, de 3 ans sa cadette, travaillait comme agente immobilière et se montrait toujours avenante et généreuse envers ses clients. Au sein du foyer Carter, l'ambiance paraissait donc particulièrement chaleureuse. Emily vivait encore sous le toit familial, le temps d'épargner suffisamment d'argent pour acheter un petit logement. D'après ceux qui avaient donc pu côtoyer la famille, il n'y avait aucune querelle décelable, aucun conflit majeur. Mark et Teresa parlaient souvent avec fierté de leur fille unique, mettant en avant sa vocation d'infirmière et sa volonté de veiller au bien-être des autres. Les voisins la considéraient
comme une jeune femme serviable, polie, toujours prête à s'occuper des personnes âgées du quartier ou à donner un coup de main lors d'événements caritatifs. Pourtant, derrière cette image idyllique, la série de décès suspects à l'hôpital d'Asheville continuait de s'allonger. D'abord, il n'y a eu aucune alerte particulière. Les médecins constataient l'arrêt cardiaque d'un patient ou la détérioration fulgurante d'une patiente jugée stable, mais aucun signe clair ne leur permettait de soupçonner un meurtre. Il faut dire que la victime et son entourage eux-mêmes ignoraient qu'on venait de les empoisonner. Ce n'est qu'après le 4e décès et l'insistance de la communauté que la police a demandé une autopsie plus poussée sur l'un des corps. Les analyses toxicologiques ont alors révélé la présence d'étranges substances médicamenteuses, un cocktail dangereux de sédatifs et d'autres éléments chimiques que l'on ne trouve pas dans un simple traitement standard. Les enquêteurs ont compris que quelqu'un, au sein de l'hôpital ou gravitant autour, administrait volontairement ce poison. Une équipe spécialisée en homicide a pris en main le dossier. On laissait rarement ce type d'enquête aux mains des officiers de la ville, car Asheville n'est pas réputée pour un taux de criminalité élevé. C'était jusque-là une ville tranquille, où l'on connaissait ses voisins, où l'on s'entraidait volontiers et où les grandes tragédies tendaient à se limiter à quelques incidents isolés. Le principal enquêteur, assisté de plusieurs détectives plus jeunes et dynamiques, s'est immédiatement rendu sur place pour inspecter les chambres où les patients avaient séjourné. Le fonctionnement de l'hôpital, de la pharmacie interne et de la gestion des médicaments a été passé au crible. Comme l'établissement était plutôt de taille moyenne, on imaginait que la personne responsable de ces décès devait nécessairement y avoir un accès privilégié et surtout une connaissance pointue des traitements médicaux. Au début, on a interrogé collectivement tout le personnel, médecins, infirmiers, aides-soignants, techniciens de laboratoire, pharmaciens. Les enquêteurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également questionné les bénévoles, les membres de l'entretien et du service restauration. Dans la foulée, plusieurs témoins extérieurs ont été entendus, comme les familles des victimes, pour tenter de tracer un fil conducteur commun. Pendant ce temps, l'atmosphère à Asheville devenait irrespirable. Beaucoup de résidents commençaient à avoir peur d'être hospitalisés pour le moindre problème de santé, redoutant qu'un tueur ne se cache dans les couloirs et que personne ne sache vraiment qui était derrière ces actes. Le regard des enquêteurs s'est rapidement focalisé sur quelques infirmiers qui travaillaient de près avec les victimes. Dans la liste, le nom d'Emily Rose Carter est apparu, mais pas plus que d'autres. Les détectives ont néanmoins pris soin de vérifier si quelque chose, dans son passé, pouvait l'orienter vers un comportement criminel. Ils n'ont rien trouvé d'anormal. Emily disposait d'un dossier professionnel impeccable. Les patients qu'elle avait traités se rappelaient son sourire, sa douceur et son empathie. Les associations locales l'avaient vue régulièrement s'impliquer dans des activités de soutien à des personnes en difficulté. On notait simplement qu'elle menait une présence en ligne conséquente, relayant ses vidéos sur le bien-être et la santé. Cela n'avait toutefois rien de surprenant pour une jeune femme de son âge. Dans le même temps, la police a pu dresser la liste de plusieurs autres personnes ayant un accès aux produits potentiellement dangereux. Parmi ces individus, on comptait des professionnels chevronnés, mais aussi de simples stagiaires ou des employés temporaires. Certains d'entre eux étaient en proie à des difficultés financières, ce qui laissait entrevoir d'éventuels mobiles plus variés, comme la revente de médicaments au marché noir. D'autres avaient eu des altercations avec la direction ou des griefs personnels. Par ailleurs, la rumeur a couru qu'un membre de l'équipe médicale avait été récemment accusé d'incompétence par la famille d'une patiente décédée, mais aucune preuve solide ne venait étayer ces pistes. La grande avancée de l'enquête est survenue un après-midi d'août 2022. Le 14 précisément, Teresa Carter était seule à la maison et procédait à un grand rangement. Elle avait décidé de changer les draps
et de réorganiser la chambre de sa fille, Emily, profitant du fait que celle-ci était de garde de nuit à l'hôpital. En réouvrant un tiroir pour y ranger du linge, Teresa est tombée sur un carnet. Intriguée, elle l'a feuilleté et a rapidement compris que ce n'était pas un simple journal intime. Des pages entières décrivaient, dans le détail, diverses personnes admises à l'hôpital, le type de blessure ou de maladie dont elles souffraient, puis la succession de mélanges médicamenteux qui leur avaient été administrés. Les mots utilisés, sobres et parfois froids, montraient une planification méticuleuse. Teresa ne voulait pas y croire. Elle lisait des traces écrites qui laissaient supposer qu'Emily se voyait investie d'une mission presque compassionnelle. Selon ses notes, elle expliquait en substance qu'elle abrège les souffrances des individus qui, à son sens, sont voués à une vie de douleur. Certaines phrases révélaient une certitude inquiétante. Elle se considérait comme une sorte de guide, jugeant que certaines personnes n'avaient plus de raison de lutter. Sous le choc, Teresa a appelé Mark, retenant difficilement ses larmes. Il a immédiatement quitté l'établissement scolaire où il enseignait pour la rejoindre à la maison. D'abord, il s'est accroché à l'idée qu'il s'agissait peut-être d'une fiction, d'un exutoire littéraire malsain ou d'un simple défouloir, et non d'une documentation réelle. Mais chaque entrée du carnet comportait des dates correspondant parfaitement au décès survenu dans l'hôpital. Les incohérences s'effaçaient devant l'évidence qui se dessinait. Leur fille unique, si gentille, si dévouée, serait à l'origine de plusieurs meurtres. Mark et Teresa se sentaient prisonniers d'un dilemme déchirant. Dénoncer Emily, c'était détruire leur propre foyer et offrir leur enfant aux mains de la justice, avec l'opprobre qui en découlerait. Mais ne rien dire revenait à tolérer l'impensable, voire à être complice d'homicide en série. Finalement, la conscience et la responsabilité l'ont emporté. Teresa a été la première à rompre le silence, appelant un contact au sein du commissariat. Rapidement, plusieurs voitures de police sont arrivées au domicile. Les enquêteurs ont saisi le carnet et pris note de l'éventuel mobile implicite qui se dessinait dans ces pages. Ils ont également trouvé une boîte contenant différentes fioles, sans doute issues de l'hôpital, encore étiquetées et plus ou moins dissimulées au fond du placard. Mark, abattu, a dû expliquer aux officiers la carrière exemplaire de sa fille, son apparente compassion, tout ce qu'il savait de sa psychologie. Teresa, elle, pleurait et peinait à rassembler ses idées. Jamais elle n'aurait imaginé devoir désigner sa propre enfant comme une tueuse. Le soir même, Emily a été appréhendée au sortir de son service. Les autorités ont obtenu un mandat de perquisition pour son casier à l'hôpital, qui contenait également des médicaments destinés à d'autres services. Les premiers éléments de son interrogatoire ont mis en évidence une volonté de soulager des âmes torturées, assortie d'une certaine fierté d'être celle qui guide vers la paix éternelle. Pourtant, Emily ne se percevait pas comme une meurtrière à sang-froid. Elle expliquait qu'à force de voir des patients souffrir, elle avait développé une obsession pour la délivrance, persuadée qu'elle devait intervenir pour empêcher ce qu'elle jugeait être des souffrances inutiles. Dans son discours, elle montrait un détachement émotif saisissant, comme si son raisonnement s'était construit loin de la réalité partagée par tous. Lorsque les détectives ont fouillé son ordinateur et ses comptes sur les réseaux sociaux, ils ont découvert un autre aspect troublant. Emily comptait des milliers d'abonnés, et ses vidéos, dont le ton se voulait lumineux et inspirant, laissaient deviner une facette toute différente de sa personnalité. Aux yeux de ses fans, elle était la voix de la positivité et du bien-être, la jeune infirmière pleine de sagesse qui accompagnait ceux qui en avaient besoin. Ses messages teintés d'optimisme soulignaient l'importance de prendre soin de soi, de valoriser la vie et de maintenir un équilibre intérieur. Il était difficile de concilier cette image publique et l'horreur de ses écrits de privé. Malgré le choc, l'enquête, elle, avançait de manière plus fluide. Les preuves retrouvées dans la chambre et le casier d'Emily étaient accablantes. D'autre part, plusieurs caméras de sécurité de l'hôpital montraient cette infirmière,
administrant des substances supplémentaires à des patients, souvent en toute discrétion, sous prétexte de leur donner des calmants ou d'autres médicaments autorisés. L'équipe médico-légale a analysé plus précisément les prélèvements sanguins des 7 victimes, et tous contenaient la même combinaison de molécules indiquée dans le carnet. L'affaire, devant ces éléments, ne faisait plus de doute pour le procureur en charge. Le procès s'est ouvert quelques mois plus tard à la Cour de justice du comté. L'affaire passionnait la presse locale. Les jurés sont restés figés en écoutant les témoignages des familles endeuillées, qui ne comprenaient pas pourquoi on avait ôté la vie à des êtres chers venus pour des soins mineurs. Un procureur méticuleux a présenté chaque pièce à conviction, déployant des explications techniques sur la chimie des poisons utilisés. L'avocat de la défense, quant à lui, a tenté de souligner l'éventuelle fragilité psychique d'Emily, suggérant qu'elle était enfermée dans une forme de délire compassionnel et qu'elle n'agissait pas dans l'intention cruelle de tuer, mais plutôt dans un élan déformé d'altruisme. Les psychiatres ont longuement débattu de l'état mental de l'accusée, cherchant à établir si elle avait pleinement conscience de ses actes et de leur illégalité. Au fil des auditions, la famille Carter, placée au premier rang, vivait un supplice. Mark, en tant qu'ancien soldat, tentait de maintenir une contenance, mais son regard brisé témoignait de sa souffrance. Teresa, assise à ses côtés, s'efforçait de soutenir sa fille du regard, malgré l'incrédulité qui la rongeait encore. Emily, dans le box des accusés, a présenté ses excuses à ses proches, exprimant ses regrets de les avoir blessés. Elle a également reconnu les 7 meurtres, même si elle tentait de les justifier, en arguant de son désir de délivrer les malades d'une douleur qu'elle jugeait insoutenable. Le jury s'est retiré pour délibérer, et la tension dans la salle était quasiment palpable. Le verdict est tombé. Coupable de meurtre au premier degré pour chacun des 7 cas recensés. La Cour a prononcé la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Emily n'a pas semblé manifester d'émotion à la lecture de la peine, restant calme, presque docile dans son box, comme si elle considérait cette décision comme un aboutissement inévitable. Les journalistes présents ont immédiatement diffusé la nouvelle, et Asheville s'est retrouvé sous la lumière crue des médias nationaux. Beaucoup d'habitants restaient abasourdis. Comment une jeune femme si apparemment douce avait-elle pu commettre de tels actes? Après le procès, Mark et Teresa Carter, encore sous le choc d'avoir eux-mêmes provoqué l'arrestation de leur fille, ont pris une décision radicale. Ils ont quitté la ville pour s'installer loin de tout. Ils ont choisi un État voisin et l'on dit qu'ils ont même changé de nom pour échapper au regard curieux de ceux qui, parfois, les dévisageaient, cherchant à distinguer chez eux un signe quelconque de culpabilité. Pour ses parents, l'existence est devenue un combat permanent contre la honte et la souffrance, mêlant le remords de ne pas avoir perçu plus tôt les dérives psychologiques de leur fille, à la certitude d'avoir fait le bon choix en alertant la police. Aujourd'hui, Asheville demeure marquée par ce chapitre sinistre de son histoire récente. Même si la vie a repris son cours, beaucoup se rappellent la vague d'effroi provoquée par la révélation qu'une tueuse en série avait sévi au sein même de l'hôpital. Les services de sécurité ont été renforcés, des formations supplémentaires sont imposées au personnel soignant, et l'esprit de méfiance a mis du temps à disparaître. Les victimes, elles, restent dans les mémoires, et la communauté s'emploie à honorer les familles ayant traversé ce cauchemar. À titre personnel, je sais combien ces situations peuvent faire remonter des émotions contradictoires. Je me dis souvent que l'humain recèle une complexité infinie et que, parfois, même ceux qui nous semblent les plus aimants peuvent commettre l'inimaginable. Je vous avoue que raconter cette histoire m'a bouleversée, car j'ai vu, encore une fois, à quel point la vérité pouvait fracasser toutes les apparences de normalité. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que la manière dont j'ai relaté cette affaire
vous aidera à mieux comprendre la gravité et l'étrangeté d'un tel drame. Si vous souhaitez continuer à explorer des récits aussi poignants, je vous ai préparé d'autres vidéos que vous pouvez visionner dès à présent. N'hésitez pas à parcourir la chaîne pour découvrir d'autres enquêtes qui, comme celle-ci, révèlent la part d'ombre cachée derrière des façades en apparence inoffensives. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine histoire. Prenez soin de vous et à bientôt.